Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine, à Info-Témis, Patrick Boucher, nouveau président de l'ACFO-Témiscamingue. Un projet d'abattoir pour la boucherie des Pras. La députée Émilise Lessard-Terrien commente le dossier de la centralisation des achats du gouvernement. L'OBVT effectue un sondage sur la conservation des milieux humides et subventions pour plusieurs musées de la région. L'ACFO-Témiscamingue compte désormais un nouveau président en la personne de M. Patrick Boucher. Ce dernier est encore dans la quarantaine, un fait plutôt rare chez les présidents de l'organisme. L'ACFO, à chaque 4 ans, on change de présidence. C'est pas écrit dans notre constitution, mais on le fait parce que comme ça la met du sang neuf à notre conseil d'administration et ça nous garde, comment je pourrais dire, à la page. Ça veut dire qu'on est toujours avec quelqu'un de nouveau, donc il amène des nouvelles idées. C'est pas parce que l'ancien qui part n'a pas des bonnes idées, mais ça nous fait du sang neuf. C'est une des raisons pourquoi on essaye de changer à tous les 4 ans. Je suis nouveau président de l'ACFO-Témiscamingue depuis après la dernière AGA, au mois de novembre. À l'ACFO, il y a une tradition où les présidents font normalement 2 mandats de 2 ans. Ghislain Lambert venait de terminer ses 4 ans. Puis, c'est un peu par défaut en même temps, là, dans le sens où j'avais pas prévu de devenir président, mais comme ils m'ont proposé, j'ai décidé de relever le défi. Bien, je pense que c'est une bonne idée parce que les gens savent que ma retraite, elle arrive. Donc, du 109, quelqu'un de plus jeune, sans doute qu'on va avoir un employé plus jeune. Alors, ça va peut-être plus facile pour lui de prendre soin de ce nouvel employé qui va venir finalement. En tout cas, moi, je suis bien content. Puis cette année, notre employé, notre agent de développement est sur le bord de la retraite. Donc, cette année va être une grosse année charnière pour nous autres. Donc, le président, particulièrement, là, il va falloir que je sois comme le pivot de tout ça. Remplacer un agent de développement que ça fait comme 30 ans qu'il est là. Puis qu'il était connu pas juste de la francophonie témiscamienne, il était carrément reconnu dans toutes les ACFO. Quand c'était comme le pivot, notre pilier depuis justement une trentaine d'années. C'est lui qui travaillait les gros dossiers, qui a initié aussi plusieurs dossiers, donc entre autres tisser des liens sur lesquels il a beaucoup travaillé. Fait que tout ça, une fois qu'il est parti, il ne faut pas que ça tombe pour autant. Mais donc c'est ça qu'on est en train de travailler avec le conseil d'administration pour améliorer, pour qu'on ait chacun plus des dossiers plus précis, justement pour simplifier la tâche. Parce que si on réussit pas à réduire la tâche de travail que Jean-Claude a actuellement, je suis pas sûr qu'une autre personne va prendre les mêmes souliers et qu'il va trouver chaussure à son pied. Et en changeant de président, en étant quelqu'un de plus jeune, qui amène des nouvelles idées. C'est ce qu'on veut. En changeant comme ça tous les 4 ans, même si ce n'est pas écrit dans notre Constitution, bien, ça montre qu'on est ouvert et qu'on est prêt à regarder les défis qui s'en viennent. Ça montre qu'on n'a pas peur du changement à l'ACFO-Témiscamingue. Je suis jeune, oui. Il y a d'autres ACFO qui ont vraiment fait que quand ils ont su que j'avais même pas 50 ans puis que j'étais président, ils disaient ben nous autres sont tous dans le cul de leur genre. Mais ce qui est très bien parce que dans le fond, nous autres, je suis content que mon ancien président, qui est un retraité, il reste avec nous autres dans le conseil d'administration parce que justement, lui, c'est du long terme, mais en même temps, est-ce qu'on voit les choses différemment? Je ne sais pas. Je sais que j'ai quand même une expérience dans le conseil d'administration. Oui, j'essaie d'amener des nouvelles manières, d'avoir des porteurs de dossiers, chose qu'il n'y avait pas encore. Donc, est-ce que c'est une nouvelle vision, peut-être? Est-ce que c'est j'essaie d'être sensibilisé, justement, essayer d'avoir plus de monde de notre génération, de ma génération à ce qui embarque un peu plus dans des organismes comme nous autres. Mais sinon, je pense pas que ça change tellement de choses. Ce n'est pas l'âge qui fait la différence, c'est l'âge du cœur.
Ben, moi, je pense qu'il est à l'écoute. Ça, c'est super le fun. C'est quelqu'un de très ouvert, qui reste pas enfermé dans des idées préconçues, hein, qui pose des questions, puis après ça, il prend des décisions. Alors, ça, c'est de bon augure. La boucherie des Pras, bien connue en Abitibi-Témiscamingue, est sur le point de répondre à un besoin criant en région depuis de nombreuses années. En effet, celle-ci se lance dans un projet d'abattoir. Bien, en fait, si on fait un petit historique, mon conjoint et moi, on est propriétaires d'une ferme en production bovine depuis 2012. Et puis, au fil du temps, bien, on voulait commercialiser notre viande. Donc, en 2017, je fais vraiment une histoire courte. En 2017, on a acheté une infrastructure d'abattage et de boucherie qui était située à Évin et qu'on a nommé la boucherie des Pras. Donc, c'est un abattoir de proximité qui était déjà existant. Donc, nous, on a acquis ça en 2017. Et depuis ce temps-là, bien, on a développé notre marché sous le nom de Boucherie des Pras. On vend beaucoup en région parce qu'on a développé un système de livraison, on a un site web, puis on a pignon sur rue aussi à Rouen. Mais là, au fil du temps, on savait quand on a acquis que c'était quand même des bâtiments qui avaient un certain âge, qui commençaient à être vieux et tout ça. Fait qu'on se disait éventuellement qu'il va falloir moderniser l'infrastructure. Et ça a toujours été un projet qu'on avait dans la tête, mais c'est quand même des coûts importants. Donc, on attendait. Mais là, je te dirais qu'avec la COVID qui a commencé l'année passée, on s'est rendu compte de deux choses. De un, qu'il y avait vraiment un engouement pour le produit local. On le savait, on le voyait déjà, mais là, ça s'est vraiment encore plus concrétisé. Et l'autre élément, c'est que le bâtiment, l'infrastructure était un peu à pleine capacité, au bout du rouleau, dans le sens où on manquait d'espace au niveau ergonomique pour les employés. C'était pas évident, c'est une vieille bâtisse. Fait que, tu sais, les gars, ils travaillent fort pour l'abattage et tout ça. C'est mécanisé un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, maintenant, il y a des nouveaux équipements qui permettent que ce soit beaucoup plus simple. Fait que là, on s'est dit, bon, ben le timing est bon. Fait qu'on a décidé qu'on enclenchait là, le processus. Et là, on est justement là-dedans là, avec différents consultants, architectes, ingénieurs, responsables de mise en marché pour finaliser le projet parce que notre objectif, c'est une construction neuve au fin de l'été 2021. Dans le fond, avec la nouvelle construction, on va changer de permis. Puis ça, c'est l'élément important, c'est que présentement, on est un abattoir de proximité. Donc, on peut vendre directement aux consommateurs ou on peut abattre des animaux d'un producteur agricole pour sa consommation personnelle. C'est assez restreint comme mode de commercialisation. Avec la nouvelle bâtisse, on va avoir un permis d'abattage sous inspection provinciale. Là, ça veut dire qu'on élargit les marchés sur lesquels on peut aller. Donc, c'est ça qu'on fait. Puisqu'on va avoir accès à un plus grand marché, bien, on veut pénétrer ces marchés-là. Fait que ça, on travaille ça avec une firme de consultants. Parallèlement à ça, bien, il y a tout l'aspect bâtisse. Il faut faire les plans et devis. Il faut voir, bon, ben, c'est quoi les besoins exactement. Fait que là, on est là-dedans. On est à au deuxième croquis, dans le fond, des plans. Là, tu vois, les genres de discussions qu'on a, c'est les tables, on met combien d'animaux parce qu'on va abattre notre objectif, c'est d'abattre 30 bœufs par jour. Donc, il faut prévoir les tables en conséquence. Après ça, les bureaux, la partie salle de découpe, la partie cuisine de transformation, tout ça. Fait qu'on est en train là, de tout mettre ça en place. Là. On se rencontre à toutes les semaines là, avec l'ingénieur et l'architecte. Bien, dans le fond, au niveau de la viande à proprement parler, ça, les gens, on a un site web, ils peuvent commander en ligne, puis on fait de la livraison au Témis là, à peu près à toutes les 4 à 5 semaines. Le calendrier de livraison est sur le site. Aussi, ça, c'est une façon d'avoir nos produits qui sont disponibles à Rouen. Si les gens se déplacent à Rouen, on a un magasin qui est sur la 19e rue. Mais on a aussi le volet qu'on offre des services aux producteurs agricoles. Donc, des producteurs agricoles qui veulent faire abattre des animaux. On en fait déjà beaucoup, là. Communiquent avec nous, puis ils prennent un rendez-vous, puis on peut faire l'abattage de leurs bêtes. On leur prépare, là, on découpe la viande comme ils veulent, on l'emballe, puis ils viennent la rechercher. Fait que, on a ces deux types de clientèle-là là, qu'on dessert présentement, puis qu'on va continuer de desservir une fois que la nouvelle bâtisse va être faite. Le gouvernement québécois a confirmé à la fin de 2020 la centralisation de ses achats, une nouvelle qui pourrait avoir de graves répercussions financières pour plusieurs entreprises de la région. La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilie Lessard-Terrien, réagit dans une entrevue qu'elle nous a accordée concernant ce dossier. C'est un dossier qu'on travaillait depuis longtemps. Dans le fond, le projet de loi 37 qui visait la création là, du centre d'acquisition gouvernementale, ça avait été déposé à l'automne 2019.
Au début de l'hiver, là, alors qu'on était dans les consultations, les différentes étapes du projet de loi, nous, on avait fait beaucoup de démarches avec les groupes locaux ici, les entreprises, pour savoir, dans le fond, quels impacts ils anticipaient sur leurs entreprises. Et déjà à ce moment-là, on anticipait des impacts assez problématiques là, au niveau de ce centre d'acquisition gouvernementale-là. Donc, on a fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement. Moi, j'ai posé des questions en chambre à l'ancien président du Conseil du Trésor, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, le Christian Dubé. J'ai fait des interventions aux côtés de mon collègue Vincent Marcel, qui était notre porte-parole en économie, qui était sur ce projet de loi-là. Et partout, on nous disait tout le temps, faites-vous-en pas, la dimension régionale, d'achat local, ça va être pris en considération, faites-vous-en pas. On a pris conscience de ça, ça ne sera pas problématique pour les régions. On nous l'a répété à plusieurs reprises, même encore l'automne dernier. Ma collègue là, Christine Labrie, qui me remplaçait là, sur les dossiers de développement régional, a questionné la ministre du Développement régional, Marie-Ève Proulx, précisément sur cet aspect-là. Vous avez adopté la loi. Ça va être quoi les impacts sur nos entreprises en région? Encore là, Mme Proulx, mot pour mot, disait « il n'y en aura pas de problème ». Et là, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'en décembre, ils ont sorti le décret qui liste l'ensemble des fournitures qui vont faire partie du centre d'acquisition gouvernementale, parce que ça, c'était une chose qu'on n'avait pas au moment du dépôt du projet de loi, c'est quelle fourniture on vise exactement, quel matériel va être soumis à ce centre d'acquisition gouvernementale-là. On ne le savait pas. Et là, ça a été rendu public au mois de décembre avec l'apparition du décret. Et là, on va vraiment siphonner jusqu'au moindre crayon, la moindre taqueuse devra faire partie dorénavant de ce centre d'acquisition gouvernementale-là, des appels d'achat groupés. Alors, ça, c'est extrêmement problématique pour nos entreprises et c'est ça qui a créé un peu la deuxième vague de protestations qu'on a connue avant les fêtes où le centre de services scolaires ici au Lac-Témiscamingue a été obligé de dire à ses fournisseurs comme le JTEM Servidec, écoutez, moi maintenant, mes crayons, mes blocs-notes, mes pots de colle, mes taqueuses, mes agrafeuses, je ne peux plus acheter ça chez vous, ça doit passer par le centre d'acquisition. Et là, ça a un peu réveillé à nouveau les commerçants sur « Oh my God, c'est ça qui s'en vient avec ce centre d'acquisition gouvernementale-là. » Et c'est extrêmement problématique pour les régions parce que nos entreprises, avec le volume d'achat qui est fait par l'institutionnel, ça contribue à payer le salaire d'une ressource qui va pouvoir développer d'autres services au sein de l'entreprise. Donc, à terme, là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont être perdants là-dedans parce que, je veux dire, il y a nos commerçants, là, définitivement, qui perdent des revenus importants, mais ça va nécessairement se traduire par une perte de services pour la population. Alors, c'est vraiment un pied de nez extrêmement problématique que la CAQ est en train de faire aux régions. Lui, qui se proclame, ce gouvernement-là qui se proclame pro-région, un gouvernement des régions, un gouvernement pour l'économie, on ne s'explique pas comment il peut aller de l'avant avec un projet comme celui-là pour faire des économies d'échelle, mais au prix de nous priver, nous en région, de notre économie, ça n'a pas de bon sens. C'est des ventes qui sont perdues. Si la commission scolaire, là, prenons l'exemple du côté d'Amos, la Chambre de commerce avait interpellé le gouvernement en disant c'est 5, 6, 7 millions de dollars de dépenses qui ne seront plus faites en région. C'est majeur, là. Puis même si c'est 30 000 $, c'est à peu près un salaire, là. C'est majeur. Donc ça, c'est de l'argent qui n'est plus dépensé en région. Puis quand c'est des achats institutionnels, là, c'est l'ensemble de la collectivité, c'est l'ensemble des Québécois et Québécoises qui finalement mettent de l'argent pour financer nos ministères qui, eux, ensuite, ils s'assurent de dépenser dans toutes les régions du Québec en achats pour tout ce qu'ils ont besoin pour faire fonctionner leurs infrastructures. C'est une façon de réinvestir directement dans notre économie locale. Là, on va se passer de tous ces investissements-là qui vont être faits où? Qui vont être faits à Montréal, dans les grands centres, qui vont être faits dans les multinationales qui ont les capacités
d'appliquer sur ces appels d'offres-là. Et l'envers de la médaille aussi, c'est que ça enlève beaucoup de souplesse à nos institutions ici, là. Puis ça, moi, je pense qu'il faut retenir quelque chose de la pandémie, c'est la nécessité d'avoir de la souplesse pour nos institutions, là. Quand on a vécu tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a vécu le printemps dernier dans le réseau de la santé, notamment pour la question du matériel médical, bien, c'est extrêmement important de tirer conclusion de ça et de se dire, bien, justement, quand on s'approvisionne localement, on a une capacité de se revirer sur un dizaine qui n'existe pas quand on s'approvisionne en gros volume. Et autre chose, c'est que la capacité de stockage de nos institutions, je ne suis pas certaine qu'on l'a, là. Si le centre de services scolaires doit prévoir tout le papier d'imprimante qu'il va avoir besoin dans toutes les écoles au Témiscamingue pour l'année, il faut toujours bien qu'il stocke ça quelque part. Je veux dire, il faut qu'il prévoie, il faut qu'il emmagasine, il faut qu'il se fasse des réserves. C'est pas comme dire, ben, quand on va avoir un problème, ben, on va repasser une petite commande chez le légitime Servidec, puis dans 2 semaines, on va avoir notre commande de papier. C'est pas ça qui va se passer avec les centres d'acquisition gouvernementale. C'est ça qui est problématique, autant au point de vue de la flexibilité des commandes pour les institutions et aussi la capacité de stockage qu'on n'a pas nécessairement. Donc, c'est vraiment problématique là, en tout point de vue. Et c'est sûr que quand la session va reprendre à Québec, ben, moi, c'est clair que je ne laisserai pas ça passer, puis je vais remarteler au gouvernement, d'autant plus qu'ils nous avaient dit, ils ont tenu à nous rassurer. Le président du Conseil du Trésor, le ministre régional qui a pris la parole aussi à certains moments dans ce dossier-là, la ministre du Développement économique régional qui nous disait il n'y en aura pas de problème pour les régions. Moi, j'ai l'impression, j'ai le goût de leur demander, j'ai une poignée dans le dos, là. Vous le saviez que c'est ça que ça allait avoir comme impact. C'est pas ça que vous nous avez dit. Puis là, c'est ça qui se passe. Il y a un problème, là. Moi, j'ai besoin d'avoir des réponses, de savoir comment ça se fait qu'ils n'ont pas prévu toutes ces conséquences-là, puis comment ça se fait qu'ils ne les ont pas prévenues. Ça me dépasse. L'organisme de bassin versant du Témiscamingue désire connaître les inquiétudes des citoyens de la région concernant les milieux humides. Pour ce faire, l'OBVT a procédé à un sondage dans la population. Plus de détails avec Vital Idoussou, chargé de projet dans ce dossier pour l'OBVT. Dans le bassin versant du Témiscamingue, il y a plus de 91 000 milieux humides potentiels qui ont été cartographiés. Non seulement c'est une richesse énorme, mais en plus, ce que je vais ajouter, c'est que ces milieux humides-là fournissent d'importants services qu'on appelle des services écologiques. Okay. Et par exemple, on parle par exemple de régulation du niveau d'eau, de fuite contre la pollution, de séquestration du carbone, de refuge même pour la biodiversité. Et ils agissent même comme écran solaire et brise-vent naturel. Donc, si je reviens à notre sondage, ben, en réalité, ça fait partie d'un processus qui a été qui a débuté depuis 2019. Donc, juste pour une mise en contexte, là, en 2017, l'Assemblée nationale du Québec a comme adopté la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, qu'on appelle LCMHH, qui a en fait engendré de nombreuses modifications sur la loi concernant le caractère collectif des ressources en eau, qu'on appelle généralement la loi sur l'eau. Okay, donc, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui a une convention d'aide envers les 40 organismes du bassin versant du Québec. Okay, le ministère nous a demandé en fait d'intégrer dans nos plans directeurs de l'eau, qu'on appelle PDE, des objectifs stratégiques, c'est-à-dire des objectifs à l'échelle des bassins versants de conservation des milieux humides et hydriques. Et puis, ils nous ont aussi demandé que ces objectifs-là doivent être établis en concertation avec tous les acteurs de l'eau de notre zone de gestion, d'où ce sondage. Donc, en fait, l'objectif de ce sondage-là, en fait, de connaître la priorité des citoyens et des acteurs de l'eau en matière de conservation des milieux humides et hydriques. Ça va orienter l'organisme de bassin versant du Témiscamingue et la table de concertation, okay, à déterminer, à construire ces objectifs-là, okay, puis ensuite à élaborer un plan d'action avec les objectifs définis. C'est-à-dire que, ben, OK, on construit les objectifs, mais on établit un plan d'action pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, ça va nous servir. Les fonctions écologiques, par exemple, de refuge, de biodiversité,
de filtres contre les polluants et de régulation du niveau d'eau sont les plus bénéfiques pour la plupart des répondants. Okay? Donc, ils veulent en réalité que ces milieux-là, ces milieux humides-là soient conservés en priorité. Et puis, je vais ajouter qu'ils estiment aussi qu'il faut acquérir plus de données sur les sources de polluants de ces milieux humides-là. Et puis ensuite, faire un suivi plus serré des fosses septiques qui sont aux abords des milieux humides. Et puis enfin, de protéger les sources d'eau potable. On a eu une vingtaine de réponses. Je vais dire que nous sommes satisfaits. Mais c'est encourageant. Mais oui, quand on fait un sondage, vous attendez à avoir forcément un nombre élevé de répondants. Mais c'est déjà c'est encourageant. À la question de savoir si, c'est vrai que le sondage est terminé, ok, mais si les gens qui écoutent cette entrevue sont inquiets par rapport à certains milieux humides proches de chez eux, parce que nous, l'OPVT, on n'est pas sur le terrain, donc on fait plus confiance et puis on attend en fait des informations des gens, des citoyens qui sont sur le terrain. Donc, si les gens ont des choses à nous dire, qui nous appellent à nos bureaux, okay, ça nous fera plaisir de discuter avec eux et d'échanger et de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour conserver ces milieux humides parce qu'ils sont vraiment très bénéfiques pour tout le monde. Plusieurs musées de la région ont reçu dernièrement une subvention de la part du ministère de la Culture et des Communications afin de les aider à la relance de leurs activités au retour de la saison touristique. Au Témiscamingue, il s'agit du musée de la gare de Témiscamingue, la maison du frère Moffett de Ville-Marie, le chantier de Gédéon et le théâtre Ripper d'Anglier et le fossilarium de Notre-Dame-du-Nord. Bien, dans le fond, c'est qu'on a été avisé il y a quelques semaines, en 2020, dans le fond, comme quoi il y avait 112 institutions qui allaient recevoir une bonification au niveau de la subvention pour l'aide au fonctionnement. On le savait, mais on ne savait pas à quel niveau qu'on allait recevoir le montant, dans le fond, de combien. Puis, on a reçu une lettre du ministère de la Culture nous disant qu'on allait recevoir 18 000 pour... c'est une aide supplémentaire. On a déjà une aide au fonctionnement. Nous, on est soutenu et reconnu par le ministère de la Culture. Mais là, c'est une aide supplémentaire en lien avec la COVID-19, là, bien entendu. Donc, c'est une subvention ponctuelle, là, non récurrente. C'est vraiment pour 2020, pour la COVID. Bien, dans le fond, c'est une aide gouvernementale pour venir permettre d'ouvrir les musées ou pas nécessairement d'ouvrir les musées, mais de continuer pour que les musées puissent continuer à rouler, si on veut, sans trop se casser la tête, parce que plusieurs d'entre nous, c'est sûr, on vit des baisses de rentrée là, qui viennent des visiteurs habituellement. Là, donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, puis avec toutes les mesures qu'il faut éventuellement mettre en place. Je ne suis pas inquiète qu'elle va nous servir. On a beaucoup de projets qui sont en cours ou qui vont venir pour l'année 2021. Parce que, tu sais, vous savez que nous, on a été fermés durant la saison touristique 2020. Fait que c'est sûr que ça a engendré une grosse perte monétaire quand même parce qu'on n'a pas eu de visiteurs. Donc, une perte monétaire et une perte en statistique parce qu'on n'a pas eu d'achalandage. Donc, c'est sûr que ça a fait mal à notre organisme parce qu'on dirait qu'on a pris un peu du retard, comme ça on peut dire. Donc là, il faut évoluer. Dans le fond, c'est qu'on doit offrir aux gens un plus pour notre offre muséale afin de les attirer à venir davantage nous voir. Puis en plus, on doit s'équiper et s'adapter avec les nouvelles directives sanitaires. Donc, c'est sûr que c'est des coûts supplémentaires, puis on n'a pas le choix d'aller avec ces mesures et on veut le faire parce qu'on veut être ouvert, puis on veut respecter les directives, puis aussi on veut que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent nous visiter. Donc, c'est sûr qu'on a des coûts rattachés à la COVID et on a des coûts, bien sûr, mais pour la publicité, le fonctionnement, nos infrastructures aussi ont besoin de nouveau, de rafraîchissement. Donc, on a des beaux projets qui sont en cours, comme je disais, et à venir pour la saison touristique 2021. C'est sûr, comme je disais, là, ça peut servir aux normes là, qu'on va devoir mettre en place à l'équipement dont on va devoir se prémunir dans l'éventualité qu'on va rouvrir. Ce qui va arriver imminemment, on attend l'annonce là, justement du 8 février pour voir où on s'enligne par la suite, parce que nous, on avait une exposition qui devait arriver début janvier. On l'a repoussé pour attendre de voir ce qui va se passer, mais on espère recevoir
à tout le moins les écoles. Donc, c'est ça, ça va servir justement là, à rouvrir, puis à pouvoir continuer le travail qu'on fait avec un mal de tête de moins là, de dire est-ce qu'on va pouvoir payer nos factures moi aussi, tu sais. Début janvier, on fait nos demandes de subventions salariales pour embaucher nos employés pour l'été. Donc, ça, c'est fait. C'est sûr, comme moi, on a plusieurs pôles, dans le fond. C'est que, donc, je fais la comptabilité. Donc, je dois fermer l'année financière en comptabilité. J'ai dit les subventions. Préparer la saison touristique parce que pour certains, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand tu es toute seule à gérer tout ça, il y a la publicité à préparer. Notre site Internet, notre Facebook, on a beaucoup de mises à jour à faire et évoluer. Fait que, j'en ai beaucoup de choses à faire quand même pour une période plus tranquille parce que nos musées sont fermés. Mais c'est ça, j'ai plusieurs tâches à accomplir. C'est le moment où on fait les demandes de subventions pour les étudiants, pour les travails étudiants là, de l'été qui s'en vient. C'est le moment où on planifie notre été, justement, là, la saison estivale, les expositions, les activités qui vont avoir lieu. C'est sûr que cette année, c'est un petit peu étrange dans le sens qu'on ne sait pas trop où on s'enligne. Est-ce qu'on va avoir le droit de faire des événements? Est-ce que on est un petit peu dans le flou? Je suis plus confiante que, je dirais, en 2020 parce que c'est sûr que ça venait d'arriver et on avait tous peur. Moi, je dis qu'on va être ouvert selon le gouvernement, là, bien sûr, mais on va ouvrir nos musées puis on va s'adapter. Regarde, c'est sûr qu'on va s'adapter. S'ils nous disent tant de personnes dans vos musées, on va respecter ça, le masque et tous les produits sanitaires. J'ai déjà fait beaucoup d'achats et j'en ai reçu. Donc, oui, j'espère qu'on va être ouvert. Non, j'espère que les gens vont être au rendez-vous cet été, même si tout le monde marche un petit peu à tâtons, là, mais si les mesures le veulent, on espère avoir une saison touristique digne de ce nom. Voilà ce qui complète le bulletin Info-Témis pour cette semaine. Je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur ainsi que du contenu exclusif chaque semaine.